Les petits boulots avec une maigre allocation chômage ont été baissés par un accord qui a été signé donc dans la nuit du 21 au 22 mars. Certains l'appellent l'accord du 21, d'autres l'accord du 22 mars. Dans tous les cas, c'est un accord inadmissible puisque les économies portent quasiment uniquement sur les employeurs, sur les salariés, les demandeurs d'emploi. Cet accord va devoir se traduire par une convention d'assurance chômage qui a continué à être négociée en coulisses par les signataires. De toute façon, nous allons continuer à nous battre parce que cet accord ensuite va être transmis. Donc ce soir, il y aura peut-être même une signature d'un nouvel accord dans la soirée même. Il leur faut ensuite passer selon une procédure qui s'appelle la procédure d'agrément, c'est-à-dire demander au ministère du Travail, qui est juste derrière là-bas, protégé par beaucoup de fonctionnaires de police. On a beaucoup de respect pour la fonction publique, mais on nous empêche d'accéder à notre ministère. Et donc le ministère du Travail va devoir agréer le texte, agréer le document, passer selon une certaine procédure, le notifier, l'envoyer au journal officiel, puis le passer devant le Conseil national de l'emploi, qui devrait recueillir 2 oppositions, la nôtre à la CGT et celle de la CGC, qui n'est pas signataire non plus. Et donc tout ça nous amène à un calendrier très serré pour eux, puisque une partie des dispositions doivent entrer en vigueur au 1er juillet. Facilité spectacle, évidemment, on continue à mobiliser le plus largement possible. On a eu plein d'échanges avec des camarades de région notamment, qui nous disent à tel endroit, le théâtre dans lequel je travaille, on a perdu une énorme partie de la subvention par le conseil régional. À tel endroit, on nous annonce des collectifs budgétaires. Là, c'est l'austérité dans toute sa splendeur, que ce soit sur l'emploi, les missions de service public ou autres, et l'assurance chômage. On est dans le plan d'austérité, ce qu'ils appellent le pacte de responsabilité. Le pacte de responsabilité, c'est des cadeaux aux patrons et des droits en moins et de l'emploi en moins pour tous. Et ça, c'est absolument inacceptable. Il faut savoir que la négociation, c'est pas n'importe quoi, comme ils le font aujourd'hui. Il y a des règles. Il y a des jurisprudences que l'on a obtenues devant les tribunaux, et notamment les jurisprudences précisent bien qu'il doit avoir à la fois loyauté dans les négociations et sérieux dans les négociations. Si nous n'obtenons pas satisfaction, nous continuerons par une action en justice sur le fond de l'accord, parce que cet accord est contestable, et nous entendons le contester jusqu'au bout. La bataille n'est pas terminée, il ne faut surtout pas renoncer, et continuer la bagarre, car elle en vaut effectivement la chandelle. Je crois que vous avez tous compris ici que l'enjeu était très grave et très important pour tous les intermittents du spectacle, pour tous les précaires. On ne peut plus à la fois négocier dans ces conditions. Donc c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du renouveau du dialogue social, nous portons un autre dialogue social et d'autres conditions de la négociation, notamment négocier ailleurs qu'au MEDEF, négocier sous une présidence autre que le MEDEF, et négocier sur un texte qui n'est pas le texte du MEDEF. Donc ça, il faut que l'on gagne tous ensemble sur ces nouvelles conditions. Donc, je disais à 17h, nous irons donc discuter. Effectivement, il s'agit d'une séance de rediscussion. C'est en aucun cas une séance de négociation. Donc nous aurons une déclaration qui est prête à faire dans ces négociations et nous écouterons ce que les autres ont à dire. Mais néanmoins, nous devons continuer le combat. Merci. C'est une fois de plus les salariés les plus précaires et ceux à qui on impose un mode d'organisation du travail précaire qui alterne par nature des périodes d'emploi et des périodes de chômage subi, à qui on veut faire payer une réforme financière de l'assurance chômage. Aujourd'hui, on veut faire payer à ces salariés qui sont déjà victimes d'un mode d'organisation du travail précaire, on veut leur faire payer une perte de revenus jusqu'à 300 € pour ce qui concerne les intérimaires par mois. L'agrément, ça veut dire que pour que le texte soit applicable à tous les demandeurs d'emploi, il faut que, tous les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions pour avoir droit, puisqu'il y en a qu'un sur deux qui sera indemnisé, il faut qu'il y ait que ce soit soumis au ministère du Travail, qui est juste à côté, et le ministère du Travail va recueillir l'avis des différentes organisations syndicales et patronales et constater qu'il y a une majorité pour ou pas, et ensuite faire tout ce qu'on appelle une procédure de publication au journal officiel. Donc tout ça, ça prend à peu près 1 mois et demi,
Et donc comme le texte doit entrer en vigueur au 1er juillet, ils ont tout juste le temps. On va essayer de mettre un grain de sable dans cette machine pour faire comprendre que le texte a été négocié dans des conditions absolument inacceptables. Ça veut dire que c'est pas terminé et que ce sera jamais terminé tant qu'on n'écoutera pas les propositions des premiers concernés. Que ce soit dans le spectacle ou ailleurs, il y a des propositions et elles n'ont même pas été écoutées. Et la seule chose qui a été entendue, c'était on va faire des économies et puis on va sortir quelques nouveaux droits mais très faibles qui sont beaucoup moindres que les économies pour donner l'impression que l'accord est équilibré. En fait, il est totalement déséquilibré, c'est les chômeurs qui vont payer le chômage une deuxième fois. Déjà, il faudrait qu'il y ait une décision politique du ministère du Travail de dire les négociations n'ont plus lieu au MEDEF sous la présidence du MEDEF et on examine à la fin que le texte du MEDEF, même si nous on a amené d'autres textes. Il faut qu'il y ait une discussion dans un lieu neutre qui pourrait être le ministère du Travail et d'autre part, il faut qu'il y ait un rapport de force où il y ait de plus en plus de gens qui soient informés de ce qu'est l'accord et le fait que quand on se retrouve au chômage, on aura beaucoup moins de droits que ce qu'on en avait déjà dans les conventions qui avaient déjà rabioté les droits et tous les 2 ans on rabiote les droits. Que les gens sachent qu'il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord un accord qui est signé par les partenaires sociaux. Donc cet accord-là, actuellement, on considère, nous, qu'il est signé dans des conditions antidémocratiques qui ne sont pas paritaires. Le paritarisme démocratique n'est pas respecté puisque c'est le MEDEF qui domine totalement les négociations. Et l'accord doit être agréé par M. Rebsamen, ministre du Travail. Et une fois que le ministre aura donné son agrément à cet accord, il pourra être appliqué. Il n'y a pas vraiment de négociation, voilà, puisque le MEDEF fait des petits arrangements entre amis dans les couloirs, en dehors de la table des négociations. Donc tous les partenaires sociaux ne sont pas présents lorsque le MEDEF fait ses petits arrangements. Et ça, pour résultat, il y a eu un accord qui a été signé par tous les syndicats, sauf la CGT qui dénonce ce qui se passe. Au départ, Rebsamen était contre l'accord qui avait été signé le 22 mars. Mais la démocratie, elle est gravement malade. Elle est atteinte d'une grave maladie, la démocratie, qui s'appelle la cupidité. On négocie au MEDEF, sur un texte du MEDEF et sous une présidence du MEDEF. Il est temps de changer les règles. On n'est plus dans la démocratie sociale telle qu'on peut la concevoir. Donc c'est la raison pour laquelle la CGT demande à revoir toutes ces règles et à ce qu'on ait véritablement une démocratie sociale qui prenne en compte l'ensemble des acteurs. L'accord est un plan d'austérité. Toute la politique d'austérité qui actuellement est en cours de donner 35 milliards aux entreprises, alors qu'il y a 80 milliards qui partent dans les paradis fiscaux tous les ans. Et si on donnait un peu plus d'argent, si on augmentait le SMIC, si les gens consommaient plus, eh bien, on relancerait l'économie. Et les plans d'austérité ont été montrés dans tous les pays, Grèce, Espagne, Portugal et autres, que c'est une catastrophe. Ce gouvernement est à la pointe de l'austérité, continue de faire ce que faisait Sarkozy, donc je ne vois pas une grande différence entre les deux. Et en plus, il est menteur, ce gouvernement, parce que avant d'être élu, Hollande avait dit un certain nombre de choses et il n'a rien fait quasiment de tout ça. Avec tout ce qu'on a vécu là, je suis surpris de rien. Je suis catastrophé, mais je suis surpris de rien. Et j'espère que les gens vont commencer à s'apercevoir qu'il va falloir se révolter, s'indigner. Je me demandais justement quoi penser de ce gouvernement face au MEDEF. Et j'ai lu un très intéressant article dans un journal édité par le NPA sur la connivence entre les intérêts économiques français et le Parti socialiste avec des banquiers qui ont l'œil des actuels députés, des futurs ministres, des futurs conseillers du ministre, directeurs de cabinet, des réunions qui se font comme ça, des groupes de travail qui orientent, qui documentent le personnel politique sur les bonnes mesures à prendre dans telle et telle situation. Maintenant, c'est quand est-ce qu'on y met fin? Quand est-ce que nous, on casse cette connivence? Apparemment, M. Gattaz a choisi son camp de façon civile, républicaine et démocratique. Je ne sais pas, mais en tout cas, il l'a fait. Mais c'est normal que Gattaz il augmente son salaire, il a bien bossé. Il nous la met profond et tous les mecs disent bravo. Il lui dit mais on vous augmente, monsieur. On est dans une société du mérite. Il a fait son boulot, il nous la fout complètement profond. C'est normal qu'on l'augmente. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est toujours moins de droits pour nous
Et puis Gattaz qui s'augmente de 29%, je crois. Ça sent Gattaz, ça va péter. Ça sent Gattaz, ça va péter. Ça sent Gattaz, ça va péter. Si, il y a des gens qui réagissent heureusement et on les pousse un peu. Hier, par exemple, à Brest, Martin Schulz est venu pour parler du traité transatlantique, enfin du grand marché transatlantique, et les copains du collectif R29 et d'autres gens, le collectif des chômeurs, Casse-Papier, le Clage, enfin il y avait tout le monde qui était là, des intérimaires, des intermittents, beaucoup d'intermittents quand même, sont venus et lui ont demandé des comptes, lui ont demandé d'intervenir. Il a expliqué que c'était quelque chose qui se jouait à niveau national et pas à niveau européen, et que du coup il ne pouvait rien promettre, mais qu'il avait parlé à Cambadélis et qu'il allait écrire à M. Rebsamen un courrier comme quoi il fallait absolument tenir compte de la parole des syndicats. Tant que nos propositions ne seront pas retenues, nos actions ne connaîtront aucune pause. Ah mais oui. Ah, il aboutira. Est-ce qu'il aboutira aujourd'hui? Est-ce qu'il aboutira demain? Est-ce qu'il aboutira dans 20 ans? Est-ce qu'il faut qu'on soit comme des Grecs pour que ça arrive un petit peu aux oreilles des gens qui sont dans leur canapé? Bon voilà. Hein. Bon, on est arrivé devant le MEDEF, comme d'habitude à distance respectueuse, parce qu'il ne faudrait quand même pas abîmer les marbres du patronat. Bref, nous allons rentrer, pour ce qui est d'Éric, Isabelle et moi, au MEDEF. On ressortira vivant, rassurez-vous. On va continuer à aller dire que les conditions de négociation sont inacceptables et qu'il faut revenir complètement sur cet accord. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il est possible que cette négociation soit très courte et que ce soit purement formel pour pouvoir dire « Oh bah tiens, on vous a présenté le texte à tout le monde alors qu'il a été ficelé dans les couloirs et entre signataires depuis un certain temps. » On va continuer à aller dire que les conditions de négociation sont inacceptables et qu'il faut revenir complètement sur cet accord. Qu'on brûle le MEDEF, qu'on les pende par les couilles au premier étage. Vous comprenez, vous, les intermittents qui manifestent parce qu'on va leur réduire leurs revenus? Non. Enfin, si, je les comprends. Mais moi, si j'étais dans ce cas-là, je ferais autre chose. Je crois que ça commence à 17h, la réunion. C'est une relecture du texte qui a été signé le 22 mars. Parce que normalement, en fait, une négociation, c'est... On a un texte, on l'échange, on travaille dessus, on négocie quoi. Ça veut dire je te donne ça, tu me donnes ça, voilà, c'est un compromis. Ouais. Alors que là c'est pas un compromis, c'est un texte écrit par le MEDEF, validé par des syndicats que je citerai pas parce que c'est pas la peine. Hein, c'est pas la peine. Et après proposé à signature. Et il l'avait déjà lu, mais en fait comme ça coinçait un petit peu, on a eu un peu des actions, des mobilisations. Alors ils ont dit, il va peut-être faire une relecture. Mais de toute façon, les économies qu'ils font, ce qui va leur coûter peut-être un peu plus cher sur ce qu'ils veulent lâcher un peu sur le différé, ils vont le compenser par d'autres choses. Donc de toute façon, c'est à coût constant. Je crois que si on était plus nombreux, plus mobilisés, ça aurait été plus rapide. Ils auraient jeté ce texte à la poubelle et on aurait renégocié sur les bases du comité de suivi, sur les bases des propositions de la CGT Spectacle et puis des intérimaires aussi. Ça aurait été beaucoup plus rapide. Et notamment les visites de M. Rebsamen qui adore aller dans les festivals risquent d'être un petit peu mouvementées et elles commencent très très bientôt ces visites. Restez ici, on vous tient au courant du fait que ça dure ou pas. À tout de suite. Vous faites le matin pour vous mettre de bonne humeur quand vous êtes de mauvaise humeur? Je pense à Hollande. Ça me met de bonne humeur parce que je sais qu'il n'y a pas pire que lui. Une bonne douche bien chaude pendant super longtemps, le temps que, que je m'évapore dans tous les sens. Quand tu marches, tu vois d'autres personnes. Parce que par exemple, quand tu marches, tu vois des gens qui dorment dans la rue. Après, si on vient m'embêter dès le matin, ouais, ça me met de mauvaise humeur, c'est sûr. J'attends que ça passe. Si on vient m'embêter, je fais pas cas. Et puis je me dis que dans 1 heure ou 2, ça ira mieux. Ouais, dès l'instant que je me réveille, je respire, je suis bien. Je suis encore jeune, j'ai la force, pourquoi pas. Si. Regardez le ciel le matin, ça met de bonne humeur. Regardez une plante pousser, c'est merveilleux. Je viens de lire une phrase de Einstein qui m'a vachement plu, qui disait la vie c'est comme le vélo, pour tenir en équilibre il faut avancer. Pour être de bonne humeur, ça dépend. Je chante, que ça libère les hormones de plaisir.
Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. On avait envolé sans doute le matin même à un ami. Il y a des choses sympas dans cette histoire et on va prendre les choses sympas, pas les choses antipathiques. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Ben, je cherche fortune d'abord déjà le matin pour quelqu'un qui puisse me payer un petit coup. Pas au derrière, alors. Allez, salut. Je lis surtout, moi je suis un peu dans la philosophie si vous voulez, voilà. Les mots croisés aussi, bah, ça va de pair, hein. Dès qu'on lit un peu, je ne possède pas la vérité, loin de là. J'aime bien appeler des copines, des amis, on racontait des conneries pour rigoler, pour passer une belle journée. Et c'est ça la vie, hein. Je mange, c'est tout. Du sport si je peux, ça me met de bonne humeur. Et sinon, j'envoie des SMS à ma sœur. Si voilà, c'est les deux techniques pour reconnecter à l'essentiel et éviter les mauvaises ondes. Même juste pour dire ce pourquoi je suis de mauvaise humeur et souvent ça permet de passer à autre chose en fait. Trouver une jolie fille, c'est tout. Quand j'ai pas le moral, je prends un bouquin, mais ça existe de moins en moins. J'écoute la radio, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Hein. De mauvaise humeur, je sors et je marche. Je marche, le regard au loin, je suis dans mes pensées. J'ai pris beaucoup. C'est la prière qui me redonne ma... J'ai la foi, mais je suis quelqu'un de... Je vois loin. J'ai la foi, mais je partage. Je marche avec ceux qui ne sont pas comme moi, qui sont différents. Par exemple, Conchita, elle a gagné, eh ben, ça me fait plaisir, je trouve ça merveilleux. Je suis catholique, je crois en Dieu, j'aime les combats, j'aime les différences. J'aime les gens qui se lèvent et qui sont différents et qui font des choses différentes. On est trop dans une espèce de cliché là. Marcher, faire du sport, aller à la piscine. Et puis il faut aimer un peu, il faut être un peu amoureux. Je trouve une petite et je fais des câlins, ça m'apaise. Plus qu'un footing. Comme ça je fais mon sport en même temps. Il faut toujours être sensible, il faut toujours, comme disait Edith Piaf, aimer. Moi, je suis une femme amoureuse, j'ai toujours été amoureuse. J'ai eu 3 coups de foot qui ont marché, là j'en ai un 4e, je ne sais pas si ça marchera, mais j'ai toujours eu dans ma vie des hommes qui ont pris mon cœur. Et c'est ça qui me permet d'être aujourd'hui heureuse. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi. Aujourd'hui, on fait du bruit. Bonjour. C'est un rassemblement national des infirmières de l'éducation nationale contre la mise en place d'une mission interministérielle qui risque de changer les orientations de nos missions face à la réussite et à la participation de la réussite de tous les élèves. Nous on veut rester là. Allons, nous on veut rester là. On cherche à nous délocaliser, ce qui n'est pas très bien pour la santé des élèves. On veut prendre des infirmières scolaires pour d'autres tâches que de s'occuper des écoliers. Et ben, aller faire des statistiques, de l'épidémiologie. Et on n'est pas sur les lieux pour vraiment participer à la réussite scolaire des élèves. On sera plus dans les établissements. Et on ne veut pas être externalisé, on veut que nos missions restent à l'éducation nationale. Et au lieu d'être toujours auprès des élèves de l'éducation nationale, on risquerait de se retrouver ailleurs. Et nous, on veut rester auprès des élèves et travailler que pour les élèves. On nous demande de les peser, de le mesurer, ça ne sert à rien. Enfin, moi, je suis en lycée. Vu le mal-être qu'il y a actuellement en lycée, mais je pense que les élèves, ils ont plus besoin de venir me voir pour me parler que je les pèse. Ils ont besoin d'une infirmière parce que la société va très mal et tous les problèmes arrivent dans les établissements, du secondaire et même en primaire. Moi, je fais des animations, des modules sur la puberté, mais je l'aurais déjà fait à 13 ans. Parce qu'à 16 ans, c'est déjà plié pratiquement. Hein. Les enfants ont besoin de nous, surtout au niveau de l'écoute, chose qu'on fait à peu près tous les jours, plutôt que d'être derrière le médecin à peser, mesurer les enfants. Les enfants ont des difficultés, ça peut être des difficultés familiales. C'est le mal-être de l'adolescent, les difficultés face à l'avenir, relations avec les parents.
Oui, en éducation à la vie sexuelle et affective, on fait ces interventions-là qui permettent aux ados de poser des questions qu'ils ne poseront pas à la maison et d'adopter les bons comportements. Voilà. Et on a beau nous dire dans les couloirs des ministères qu'on se trompe, c'est la 3e fois qu'on nous dit qu'on se trompe. Alors certainement qu'il fallait faire la 3e manif, jamais 203, n'est-ce pas? Ils veulent nous transformer en spécialistes des statistiques. Et nous, on veut être des spécialistes de la santé des élèves. C'est-à-dire qu'ils veulent recréer un service qui a été dissous en 1985, qui s'appelle le service de santé scolaire, où les infirmières se promenaient de collège en lycée, surtout en collège et en école primaire, et faisaient des préparations de visites médicales. Donc on était un peu au service des médecins. Seulement notre profession a évolué depuis 1981. On est au service de la santé et si on est les collègues des médecins, on n'est pas à leur sous-fifre. C'est compliqué pour les jeunes, c'est plus compliqué qu'autrefois. Et on est vraiment là et on tient à être dans les établissements pour être à l'écoute de nos jeunes. Non, nous, on a des craintes qui sont fondées, qui s'appuient sur des entretiens que nos responsables syndicaux ont eus avec les dirigeants. Il va falloir que vous me disiez vraiment qu'est-ce qui ne va pas chez vous, quoi. Voilà, nous, on veut que la santé à l'école reste entièrement à l'école. Nous, on n'est pas là pour faire de la santé publique. On est là pour faire de la santé auprès des élèves. On fait de l'écoute, on fait de la prévention et on n'est pas là pour faire des campagnes de vaccination, etc. etc. C'est pas notre rôle. C'est pas ça qu'on a choisi. Parce qu'on risquerait de finir au ministère de la Santé comme avant et on pourrait nous utiliser pour faire des statistiques, enfin des choses qu'on n'a pas choisi de faire, quoi. Non, il faut qu'on se mobilise régulièrement. On nous dit que nos missions vont changer et nous, nos missions, on y tient. Voilà. On tient à être près des élèves. Voilà. Et moi, je constate sincèrement dans mon établissement un retour en arrière sur la prévention et sur l'éducation à la sexualité. Ouais. Que la vie affective et sexuelle se vit avec le cœur, la tête, le corps, est fait de respect, de consentement et puis on se protège. Oui, eux, ils sont très demandeurs, eux, ils sont très contents. Moi, je commence dès la 4e, personnellement. Rien que pour placer la sexualité plus comment dire, adaptée à eux et à l'image qu'ils ont de la sexualité. Et sinon, on va parler aussi du risque des MST. Voilà. J'estime que je suis essentielle dans mon établissement et je le pense sincèrement et que les gens commencent à le reconnaître aussi. Si on n'est plus dans les collèges et les lycées et seulement sur les écoles primaires, on ne pourra plus faire ça. Écoute, relation d'aide et l'accueil pour les petits bobos du quotidien. On manifeste mais on n'est pas sûr d'avoir quelque chose. Pour espérer, on espère. Ça, voilà. Je sais pas, on se battra jusqu'au bout. Voilà, on reviendra tant que ce sera nécessaire, tant qu'il faudra. Qu'est-ce qui définit le fait d'être français? Qu'est-ce qui définit de respecter la loi, de respecter les gens, c'est tout. C'est la langue, c'est l'appartenance à un pays, c'est l'appartenance à des coutumes, à des traditions. Poulet, rôti, ça peut englober plein de choses. C'est aussi un drapeau. Aussi, la première chose, c'est la culture, de toute façon française, qui est connue au monde entier. Tous les monuments de France, enfin, il y a beaucoup de choses, des belles régions, enfin, c'est beau, quoi. La liberté, c'est la vraie démocratie. Je vote toujours. C'est le seul moyen de s'exprimer. Enfin, le seul moyen de s'exprimer, on est d'accord ou pas d'accord, mais librement, et pas les casser ou ça, je suis contre. Être français, c'est s'intégrer dans la vie européenne. À partir du moment où vous parlez la langue française, que vous vous exprimez, que vous comprenez ce qu'ils disent. Aujourd'hui, il s'avère qu'il y a un problème de racisme, un problème d'intégrisme. Et vous le connaissez, l'hymne national? Absolument. Vous pouvez me le chanter? Non. C'est la base, justement, d'être français. D'ailleurs, quand ils passent pour acquérir la nationalité française, c'est la première chose qu'on leur demande. Et je chante très mal, mais bien sûr, je les connais. Je déteste les gens qui ne chantent pas. Néanmoins, s'ils ne le connaissent pas, au moins faire les gestes de, je sais pas, bouger les lèvres, tout ça. Bien sûr qu'on est fiers d'être français, bien sûr. Moi, je ne suis pas du tout nationaliste. Chanter que le sang des autres va abreuver nos sillons, je trouve ça ridicule. Il faut tisser des liens, soit par le social, l'économie, par le commerce, voilà, des choses qui nous empêchent de nous dire on va se taper dessus. Il n'y a pas une identité française, il y a une culture du peuple, de la population française, mais l'identité française, chaque pays a ses spécificités, son originalité. Il y a la diversité de la société, c'est très très bien.
Il faut du monde de différentes cultures, c'est la richesse de la France, ça quand même. Je me sens très très française, voilà. Par mes racines, voilà, par mon éducation. On a fait dans la famille quelques remontées, ça monte jusqu'à 1700 pratiquement et quelques. Enfin, après, les gens ne sont pas remontés au-delà, quoi. Voilà. Mais donc on se sent française parce qu'on n'a aucun apport d'autres pays. Voilà, mais on les a avec les fréquentations qu'on a autour de nous. À travers les livres, le cinéma, les paysages, je me sens française. J'ai probablement eu des événements politiques où je me suis sentie française, ne serait-ce qu'à l'issue d'un vote ou quelque chose comme ça. Oui, je suis fière d'être française. Ouais, j'aime beaucoup son histoire. pas surtout, évidemment, il y a des passages. Mais c'est vrai, il y a quand même, la Révolution française, c'est quelque chose qui... Je trouve qu'il est important, qui est ancré dans l'histoire et on a sorti des belles valeurs de la France. Si on devait refaire l'hymne et le faire par rapport à l'époque actuelle, déjà je pense qu'il faudrait intégrer toute la diversité qui existe aujourd'hui et qui n'existait pas peut-être avant en France. C'est en fin de compte une société multiculturelle avec beaucoup d'apports et une richesse extraordinaire. Oui, je me sens français quand j'écoute Jean-Jacques Goldman en mangeant du fromage. Oui. Moi, mon père, quand il est arrivé en France, parce que je suis un fils d'immigré, et la plupart des choses qu'il faisait, c'était écouter Jean-Jacques Goldman. Et avec ça, je pense qu'il se sentait français. Et donc forcément, comme je suis son fils, ça vaut pour moi aussi. Donc voilà, Jean-Jacques Goldman. J'ai des origines d'Afrique du Nord, donc. Mais enfin, c'est derrière moi tout ça. Je sais encore parler en arabe, par exemple. On va souvent en Tunisie pour les vacances et tout ça. Et donc au final, là, je me sens beaucoup plus français que tunisien. Si la culture française me plaît pas, je serais jamais devenue française. Qu'est-ce qui fait que vous êtes française? Je me sens libre, en premier, et fière d'être française. Enfin, fière d'être français, non. C'est pas comme ça, je veux dire. C'est pas le drapeau, c'est pas le drapeau de vent. Mais ouais, pour pas mal de raisons, il n'y a pas à se plaindre. Moi, je me balade pas mal, il n'y a pas à se plaindre. Quand notre Jean-Marie s'est retrouvé au second tour, déjà, on a ressenti ça. Enfin, il y a pas mal de gens qui ont ressenti ça, quoi. Aller voter pour Chirac, c'était pas la fête, mais il fallait le faire, quoi. J'ai des gosses de 15 ans et 20 ans et ça me fait un peu flipper. On va voir. Mais en tout cas, ouais, la France, c'est un beau pays à la base. Oui, je suis fière d'être française. Et vous connaissez l'hymne national? Oui. Vous pouvez nous la chanter? L'enfant de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Le jour de gloire est arrivé. Non, c'est enfin arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Aux armes, citoyens. N'importe quoi. Mais si, je sais pas, c'est pas ça, ouais. C'est égorger nos fils, nos compagnes. Mais ça, c'est après. Marchons pour qu'un sang impur. Donc, je la connais pas par cœur, mais je la connais bien. L'hymne national? Oui. Ouais. Non. Non. Toute la France, elle est avec nous. Allez, bonne journée, mes belles. Vos réactions après les européennes? Je les vois 25% pour... Le Front National. Ils ont gagné. Yes. Oh, ça c'est pas bon, non? Oh, je suis dégoûtée. Je m'y attendais, d'une certaine manière. C'est un très bon résultat, je suis content et voilà. Pour quelle raison? Ça regarde que moi, hein, désolé, je ne vais pas vous expliquer. Vous n'avez pas d'avis? Si, j'ai mon avis, j'ai été le donner. C'est bon. C'est bon, Marine Le Pen, c'est très bon. C'est désolant, l'abstention comme le score du FN. Vous avez voté? Non. Je suis écœurée, je suis même plus inscrite, je vais me réinscrire. Le résultat c'est catastrophique. Vous êtes allé voter? Oui. C'est une grande tristesse. C'est la merde. C'est la honte. C'est horrible. Il y aura quand même la gauche et la droite, ils vont s'arranger entre eux, n'ayez pas peur. On a toujours gouverné, comme ça on veut faire peur aux gens. Le Front National, il va faire pchit. Depuis Mitterrand, ils se servent du Front National, la gauche. C'est rien, c'est pour faire peur aux gens. On gouverne par la peur. La extrême droite, c'est pas... Qu'est-ce que je peux l'expliquer? Ça vient pas de la partie du cerveau, de la raison. Ça vient de la peur. Je suis étrangère, donc quand même c'est assez
Oui, c'est assez choquant et ça fait peur. Ouais, je pense que les gens sentent qu'on les prend pour des cons. Après, je pense pas que effectivement les gens qui votent FN parce qu'ils se sentent pris pour des cons, c'est pas une solution. Ils ont pas compris ça, quoi. Vous avez voté ? Ben en fait, je voulais voter vraiment et j'ai été radiée de la liste. Ce qu'on veut et ce qu'ils ne veulent pas comprendre, on veut une Europe sociale. On veut pas une Europe pour des privilégiés. Je suis très mécontent de la politique de Hollande. Il faudrait qu'il change et le Parlement, il faudrait le dissoudre. Un quart des suffrages, ce n'est pas un quart de la population. Vous avez voté ? Moi ? Oui. Non, moi je fais partie des 57% qui pour une fois n'ont pas voté. Je suis très triste et voilà, ça me fait de la peine que les gens réagissent pas sur la gravité de ce que ça veut dire un vote FN. Vous avez voté ? Oui, bien sûr. Mais bon, ça n'a pas donné, donc je suis triste. Bon, avant j'ai été au Front National, maintenant j'y suis plus. Bon, parce que les gens qui viennent là, c'est possible qu'ils s'installent, mais il faut qu'ils s'intègrent, voilà. Parce que moi je ne veux pas porter de voile. C'est ça qui m'embête. Vive la Marine Le Pen, vive Vladimir Poutine. C'est en gros choisir entre un sandwich au caca et une poire à lavement. Bah du coup voilà ce que ça donne, c'est que c'est la merde. C'est triste ce qui s'est passé, c'est moche que ce soit le FN qui monte en priorité comme ça. Mais voilà, il faut croire qu'il n'y a qu'eux qui se déplacent au bulletin, enfin au bureau de vote. Voilà. Vous avez voté ? Bien sûr, bien sûr. J'ai pas voté, non, j'aurais dû. Vous avez voté ? Oui. Oui. Pas pour le FN du coup. Quoi, bah non, forcément. Non. Non, non. Oui. Front National. Oui. Marine Le Pen. Pas voté pour qui arrive en premier en tout cas. Non, je voterai le jour où on comptera les bulletins blancs. J'en ai ras-le-bol qu'on me force à choisir justement entre de la merde et de la merde. Voilà. Non, je n'ai pas voté puisque je suis étranger. Oui, j'ai voté, mais je vous dirai pas pour qui. Oui. Pour qui je vous le dirai pas. Vous avez peur ? Pas peur, non. Les cons, ça s'arrête un moment de temps. Peur, non. Je pense que les gens sont suffisamment sensés pour réagir. Oui, j'ai très peur. Un peu, mais pas plus que ça. Peur, non. J'ai peur de la bêtise, oui. Non, j'ai pas peur du FN parce que je pense que 25% de Français sont pas des monstres à avoir voté pour le FN. Mais sinon, ça me fait pas forcément plaisir. Quand la haine devient rampante, il faut répondre avec plus d'amour. Ça, c'est un message chrétien. Réveillez-vous les Français, réveillez-vous! Nous sommes au mur des fédérés et il s'agit de la célébration de la chute de la commune, mais de la survivance de tous ses espoirs. Et donc nous sommes venus ici, la chorale Rouge-Gorge, chorale populaire et militante. Nous avons été invités par les amis de la commune pour la première fois. Et nous aurons le très grand honneur d'être les porte-parole de la commune en ce jour et en cette occasion. Toujours la première fois porte une émotion, mais enfin ça dépend quoi. Il y a des premières fois qui sont plus émotionnantes que d'autres. Je regrette vraiment que tout ce qui avait été décidé à ce moment de la commune actuellement soit foulé aux pieds, n'existe plus. Et des fois, je me dis que tout ce qui avait été pris par la communauté de la résistance, en fait, venait aussi beaucoup de ce qu'avait décidé la commune. C'était extraordinaire. C'est une première fois. Si, ça rend concret une lutte où il y a beaucoup de gens qui ont versé leur sang. Oui, faut jamais oublier. Jamais oublier. Dans les programmes d'histoire, on choisit aussi ce dont on parle. La commune n'en fait plus partie. Super, je suis émue parce que nous on va chanter. On est très contents, c'est super et j'espère qu'il y aura du monde. Vous êtes plutôt œillet, vous ? Oui. C'est ça. Mais j'aime toutes les fleurs. Ah d'accord. Regardez, on l'a une, vous en avez une, là justement. Ouais, c'est vrai, on a remarqué. Mais le front de gauche est en force. C'est ça le front de gauche. Le front de gauche. Ah, le front de gauche, bien sûr. Parti communiste, parti de gauche, ensemble, enfin tous ensemble quoi. Pour nous et demain, la terre nationale sera le genre. Ça va? Bonjour à toutes et tous. Merci à ceux ici présents qui partagent les valeurs de la commune d'avoir répondu nombreux à notre appel pour la montée au mur commémorant le 143e anniversaire de la commune de Paris.
Mais toutes ces femmes et tous ces hommes étaient animés par la même volonté, mettre en place un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, une république universelle. 93 organisations du mouvement associatif, syndical et politique ont répondu à notre appel. Je vous en donne la liste. Oui, n'ayez pas peur, ça va pas être trop dur. Vous n'allez pas trop souffrir. Je reprends. Le Parti Socialiste, la Fédération de Paris, les sections des 11e et 20e arrondissements. Nous sommes aussi dans un cimetière, et donc je vous demande un petit peu de respect pour le lieu où on est et pour la personne qui prend la parole. Merci. Nous nous réunissons ici pour rendre hommage aux communards et pour rappeler ce que fut la commune dans sa riche diversité. La démocratie, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, est conçue par les communards comme un exercice quotidien et effectif. À Paris, ville républicaine, la mémoire de la commune insurrectionnelle de 1792 et la volonté de changer la société restaient plus vivaces que jamais. Au-delà, commence avec la Commune de Paris la recherche d'une démocratie authentique, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'élection du Conseil de la Commune a lieu le 26 mars, la Commune de Paris est proclamée le 28 mars. Ce fut la reprise par le peuple et pour le peuple de sa propre vie sociale. Ce ne fut pas une révolution faite pour transférer ce pouvoir d'une fraction des classes dominantes à une autre, mais une révolution pour briser cet horrible appareil même de la domination de classe. Les communards portent aussi une aspiration universelle. Nombreux sont les étrangers qui ne s'y trompèrent pas et participèrent à la commune, travailleurs immigrés, belges, luxembourgeois, garibaldiens, patriotes et révolutionnaires. Les enjeux démocratiques illustrés par la Commune de Paris sont toujours devant nous. Nous sommes ici pour l'humanité. Vive les communards, vive la commune! Vieux Charrier pour la mairie de Paris. Bravo. Nous chanterons le temps des cerises, sera bien mieux le verre de nos cœurs. Cerise d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail, que je garde au cœur. La commémoration de la Commune de Paris, c'est un moment voilà, qu'on attend, en tout cas que moi j'attends tous les ans avec beaucoup d'impatience. C'est une mémoire qu'il faut vraiment faire vivre et surtout, moi je suis toujours extrêmement marquée par la modernité de la Commune de Paris et par le fait que le nombre de combats qui ont été portés, qui sont encore aujourd'hui, voilà, qui étaient particulièrement modernes et extrêmement précurseurs, et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup marquée. Cette Commune de Paris, c'est la commune de la gauche rassemblée. Ouais. Oui, je pense que l'enjeu est important à la veille d'un scrutin, qu'on sache qu'on va mettre dans l'urne demain. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Et je pense qu'aujourd'hui, on a senti qu'il y avait quand même voilà, la volonté de ne pas laisser faire et de ne pas laisser venir au pouvoir, d'une part ce qu'on ne veut pas, et d'autre part influencer cette fichue politique européenne pour choisir une autre Europe. C'est quand même là-dessus qu'on se bat depuis longtemps et j'espère qu'on sera entendu. En tout cas, il y a quelques espoirs quand même qui nous font penser qu'on est entendu et que c'est en train de monter. Je pense que c'est important de dire que nous aussi on peut monter et qu'on a une voix à faire entendre et qu'on la fera entendre, et j'en suis convaincue. C'est la lutte finale, ouvrons-nous dès demain l'internationale sera
a quand même eu des cris de protestation. Alors, on ne peut pas dire que ce soit un rassemblement de la gauche, je dirais plutôt que oui, ça se crispe un peu par moment. Voilà. Il y a eu plus de monde que l'an dernier, on s'est encore tapé des sauces, donc c'est très bien. Ils assument leur position. Nous on est contre l'austérité, on commence à en avoir ras le cul des positions du Parti Socialiste pour lequel on a osé voter en 2012 pour virer Sarkozy. Mais on lutte toujours contre la bourgeoisie, donc on luttera toujours contre la bourgeoisie. Et si le PS il choisit de soutenir la bourgeoisie, il l'assume. Et nous on assume nos positions. Là, aux Européennes, on est contre le PS. C'est toujours beaucoup d'émotions. Nous aimerions qu'il y ait davantage de monde, bien sûr. Mais peu importe, nous sommes là. J'étais content que les socialistes soient sifflés, comme d'habitude. Il faut que ça continue, il ne faut pas que ça se... Et la commune, c'est quand même à la fois un exemple. Elle n'est pas morte. Et nous, au Girondin, on a distribué un tract. Malheureusement, j'en ai plus. On a comparé le système au Chiapas et à la commune. Et on dit aujourd'hui, les apatistes, ça fait 20 ans, c'est une commune qui dure depuis 20 ans. Et les médias principaux en France ne veulent pas en parler, les partis ne veulent pas en parler, les syndicats ne veulent pas en parler, parce que c'est un exemple qui peut faire du mal. On peut dire, on peut faire autrement. Et la démocratie peut être autre que voter pour des gens à qui il faut faire confiance pour 5 ans ou 10 ans. On ne vient pas au mur des fédérés par hasard. Je veux dire, moi, je me rappelle la première fois que mon père m'a emmené au mur des fédérés. Donc, tu vois, j'étais enfant. Et puis se souvenir et puis se rappeler de tout ce qu'ils ont fait. En si peu de jours, 71 jours, mais ils ont fait des choses. Tout a été remis en arrière après, quand ils ont repris le pouvoir, quand les Versaillais ont repris. Mais n'empêche que quand on réfléchit bien, regarde le droit de vote aux élections de proximité pour les étrangers non communautaires. Je veux dire, 143 ans après, on n'y est toujours pas. Alors que eux, le non-cumul des mandats, l'égalité homme-femme, non, mais c'est de la folie. En 71 jours, j'allais dire, ils ont condensé tout un programme. Si on s'en tenait juste à ce programme, au jour d'aujourd'hui, mais le monde aurait une autre tête, vraiment. Ils étaient de leur temps, c'est nous qui avons régressé. Quand je vois les femmes qui montent sur les barricades, pour cette époque, mais les femmes, elles étaient beaucoup plus actuelles que maintenant, tu vois. C'est un jeune de Marseille qui a mis quelque chose sur un réseau social et qui s'y attendait pas, et ça a fait boule de neige. Il a appelé un rassemblement à Marseille. Et puis dans la foulée, moi j'en fais un à Avignon, et moi j'en fais un à Reims, et moi j'en fais un à Paris. Et hop, et ce matin je crois que c'est plus d'une trentaine de manifestations qui ont lieu. Le pourcentage de votants qui ont voté pour le FN, c'est plus important dans les jeunes que chez les vieux. Le Front National, ses voix sont multiples. Elles sont un vote d'adhésion, raciste, xénophobe, antisémite, sexiste, la marche contre le mariage pour tous, tout ce courant-là, mais aussi des gens qui comme on dit, à tout problème compliqué, il existe une solution simple, c'est la pire. Et les gens aujourd'hui, face aux problèmes qu'ils rencontrent, ils se tournent en effet vers des solutions populistes, simplistes, proposées par le Front National, mais qui sont toutes des erreurs dramatiques. Les politiques, bougez-vous, changez, parce que ce qui s'est passé là, c'est pas normal. Et nous, on attend des réponses aux problèmes. Et donc voilà, gauche-droite, même combat. Donc voilà. Un jeune lycéen syndicaliste de l'UNL qui a lancé un événement. Et puis il y a l'UNEF et l'UNL qui avons soutenu le rassemblement. Et ça a permis aussi de rassembler, mais ça a rassemblé beaucoup plus large que ça. Je pense que c'est toute la jeunesse qui se mobilise aujourd'hui. Politique antisociale, c'est 25% pour le Front National. Et 30 ans de politique antisociale, c'est 25% pour le Front National. En même temps, pour un premier événement, c'est bien. Et notamment, il y a quand même un festival étudiant contre le racisme le 26 juin à République, où on espère justement rassembler beaucoup plus de monde contre l'extrême droite et pour la solidarité aussi, parce que c'est ça qui compte aujourd'hui. Ça réconcilie les gens aussi avec la solidarité qui manque un peu au niveau du gouvernement. On dit que la jeunesse emmerde le Front National. On a vu effectivement les résultats aux européennes. Donc maintenant, c'est d'irriguer à nouveau un peu d'éducation populaire finalement auprès de la jeunesse. Voilà,
voit qu'il y a quand même beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens investis, il y a beaucoup de gens impliqués, engagés, c'est super. Oui, on est content, mais il faut que tout le monde vienne. Non, franchement, je pensais qu'il y aurait moins de gens, mais effectivement, je dis pas non plus que c'est les gens qui seraient, parce que bon, on est quand même pas non plus des dizaines de milliers. Mais je pense que c'est déjà un bon début pour montrer qu'en fait les jeunes n'acceptent pas un FN à 25% en France aujourd'hui. Les jeunes ne vont pas se laisser faire parce que clairement aujourd'hui déjà que le FN doit son score à l'abstention énorme qu'il y a eu en France. Moi je le vois bien placé pour dans 3 ans, il va falloir qu'on se remue le cul. Paris, Paris, Antifa, Paris, Paris, Antifa, Paris, 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 Antifa. Européens, on fait partie d'une association transpartisane et on est juste là pour faire la différenciation entre les messages politiques et nous ce qu'on veut. Le message c'est qu'on pourra s'en sortir à plusieurs, c'est certain. La France, il faut l'accepter, c'est une puissance moyenne, on ne reviendra pas à une grande puissance si tant est qu'on l'ait été un jour. Il faut juste que les partis politiques, quels qu'ils soient, hein, gauche ou droite, peu importe, prennent leurs responsabilités et expliquent ça aux citoyens et ça évitera ce qui s'est passé dimanche. La jeunesse emmerde le Front National, mais les quadras aussi. Aujourd'hui, je suis contente d'être venue manifester contre la montée du Front National et puis contre la politique du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, la politique du gouvernement, elle fait le lit du Front National. Et donc je pense que c'est bien d'avoir fait entendre une autre voix de contestation au gouvernement que celle de l'extrême droite. J'ai un peu moins honte de mon pays. Ah, c'est beau, c'est beau. Tout le monde uni pour des bonnes valeurs. Et ouais, ça fait plaisir. Et une solidarité entre toutes les personnes qui sont là. Parce qu'on partage toutes les mêmes valeurs. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on se mobilise à mort là. À tous ceux qui ne sont pas allés voter, à tous ceux qui ont voté le FN par dépit, qui viennent ici voir si on n'a pas d'idée, si la France elle peut pas avancer. Là, la jeunesse se réveille, la France se réveille et il serait temps que la France se réveille. C'est beaucoup bien d'avoir plein de jeunes. Ça redonne foi en les Français. On a vu le FN passer, on a eu honte un peu, on a eu honte d'être Français, mais on est là. Je me sens moins seule. C'est ça. J'ai envie de pleurer, mais cette fois-ci de solidarité. C'est un plaisir. C'est un plaisir parce qu'au moins il y a des jeunes qui résistent. Moi je commençais à perdre espoir sur la France, vraiment je vous le dis. Et là voir tout ce monde, franchement ça fait vraiment plaisir. Moi je l'aime la France. Je l'aime, mais peut-être plus que Marine Le Pen. Beaucoup plus que Marine Le Pen. Je pense que c'est très bien que c'est comme ça qu'on va virer le Front National, c'est en descendant dans la rue, les jeunes, les travailleurs, les immigrés, tous ensemble. C'est une jeunesse qui se bouge, qui est là, c'est pas assez bougé dans les urnes ce dimanche. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui défendent la France et que la jeunesse est là pour défendre les valeurs qui font notre République. Moi, je suis pas spécialement fière de la France et d'être française. Aujourd'hui, le gouvernement français, il expulse des sans-papiers, il garantit pas l'égalité des droits entre homo et hétéros, il garantit pas l'égalité des droits entre étrangers et français. Je savais qu'il y a des jeunes qui se motiveraient quand même, qui y croient bien, mais je pensais pas qu'il y aurait tant de monde en vrai. Une réponse pareille, on l'attendait. Et j'espère que ça va augmenter tous les jours. Bien sûr, on sait que la France a du ressort. Il fallait vraiment que les gens se mobilisent parce qu'on ne peut pas laisser la France avoir cette image-là à l'étranger. Et on ne peut pas laisser dire le Front National que 25% des Français ont voté pour eux parce que le premier parti de France, c'est l'abstention. Quand tu sais qu'il y a plein de jeunes qui ont voté pour le Front National, moi je suis désespérée. Ça me désespère. C'est pour ça qu'ils sont tous là. Ils ont l'âge de mes gamins et moi je me dis ça c'est génial. Il y a des jeunes là un peu gauchistes qui m'ont dit il faut pas chanter la Marseillaise, qu'est-ce que t'en penses toi? Je pense que la Marseillaise c'est un hymne très violent, c'est vrai, mais c'est montrer que aimer la France, c'est pas voter Front National. Et justement chanter l'hymne national, ça montre qu'on est là pour la France. Je fais partie des gens, et il y en a beaucoup, qui ont horreur de la Marseillaise. Vraiment, c'est un chant guerrier, c'est un chant... Moi, ce que j'ai pensé, c'est que Le Pen serait fier de nous. Il chante à tue-tête la Marseillaise. Tourne ton panneau. Toi, oh!
info, la manif est autorisée que jusqu'à 4h, ce qui fait qu'il faut évacuer la place. Il commence à y avoir du mouvement chez les CRS là-bas. Quels sont les tics de langage qui vous énervent? Comme ça, les longs silences par exemple. Sans façon. Wesh, t'as vu, plein de genres de trucs comme ça que j'aime pas trop quoi. Genre. Ouais, genre. Et car aussi, car. Du coup, et voilà. PTDR, XPTDR. Au jour d'aujourd'hui, à mort. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je dis souvent la futom. Ça veut dire quoi ça? Bah ma vie. Etc. J'ai tout le temps etc. Voilà. Tu connais quelqu'un qui dit comment? Vous vous rendez compte? Au milieu d'une phrase? Ok, aussi à la fin d'une phrase. Ok. Genre on s'enjaille. Voilà, j'aime pas cette expression. T'inquiète, t'es caté. Je sais pas. Ou qui disent oh putain sans arrêt, c'est chiant quoi. Ah, il y a une expression en ce moment, c'est frater. On en a marre d'écouter cette. Je sais pas, c'est dans les anges, mais tout le monde en parle. Si, des gens qui parlent franco-anglais aussi, ça c'est très énervant. Genre, ah mais c'est so génial, tu vois, voilà, des choses comme ça. Mais comment? C'est quoi ça? À chaque fin de phrase. Le chip. Non, j'ai déjà essayé, mais j'ai du mal. C'est. Voilà, taille, voilà. Wesh, voilà. Alors que c'est Wallah, c'est pas pareil. Bah, chaque année, il y a un nouveau type de langage, hein. Genre le halo, des trucs comme ça. Ouais, c'est quoi halo? C'est de Nabila. Halo quoi? Moi j'ai toujours quoi à la fin d'une phrase. Tu vois quoi? Oui, quoi? Nique ta mère. Mec. Meuf. Bon par exemple, à tout à l'heure au lieu de tout à l'heure, voilà. Trop pas. Je sais pas c'est quoi, un truc dans le genre. Voilà. Sérieux? LOL. J'ai envie de dire, voilà, j'ai envie de dire, je le dis toujours. Ça, je le dis toujours. Merde, genre. Dar, ça veut dire c'est bien. Moi apparemment je fais. Ça t'énerve du coup. Ouais. Tu vois, ça j'aime bien. On dit tu vois et du coup. Si, oh. Ouais, tranquille. Hein. C'est ça, ouais. Ça veut dire quoi? C'était à la pop. Voilà, les 1 à la fin. Là. Oui, ça va, super, voilà, ça c'est insupportable. Style, genre, grosse. La vérité. Après, genre, en fait, j'en fais des tics de langage, c'est horrible. On s'en rend pas compte. Et vous, les vôtres, vous en avez aussi forcément? On est là, il y a plein de collectifs. Notre but, c'est de montrer que le 20e est un arrondissement populaire, un arrondissement qui va pas se laisser faire comme ça, pas se laisser embourgeoiser, pas se laisser prendre par... En fait, ici, personne votera plus FN après cette manif. On est là pour ça, on est là contre le racisme, contre le sexisme. On lutte tous contre le système capitaliste, chacun à sa manière. On est différents collectifs dans le 20e arrondissement. Et on est là pour parler des luttes qu'on mène depuis 2-3 ans dans le quartier, qui sont des luttes, on essaye de mettre en place de la solidarité entre les habitants du 20e, que ce soit à travers des redistributions gratuites de vêtements, une cantine populaire, des cours de français gratuits, des collectifs de logement. On est là pour parler de tout ça. Pour dire que le quartier est à nous, qu'on ne va pas nous éjecter de notre quartier. Une solution pour tous les mal logés, pour tous les précaires. Pas de fonds national. D'accord. Super. Merci beaucoup. Le grand slam national, la Coupe du Monde de slam, il y a des poètes qui viennent du monde entier toute la semaine prochaine. Du 2 au 8 juin, ça commence mardi et ça finit samedi. Tiens, donc, ça commence à 19h30 tous les jours à la maison de la CFDT et jusqu'à 23h. Ramenez des copines. On est à la mairie du 20e
On se rassemble pour soutenir le centre du relais Ménilmontant. Alors, le problème, c'est que depuis décembre, le bail n'a pas été reconduit. Et, normalement, il y a des négociations qui ont été lancées entre la mairie et l'archevêché qui est propriétaire finalement des locaux du relais. Et on n'a aucune nouvelle par rapport à la situation. Et donc on est là en fait pour se rassembler et relancer un peu les choses. Le relais risque d'être expulsé d'un jour à l'autre. Hein. Ah, pour quelles raisons alors? Pour des raisons financières. Il a un rôle très important pour le quartier, dans la vie associative. Il a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Et voilà. Moi j'ai suivi des cours d'informatique. Hein. Donc il y a toute une formation informatique à direction des habitants du quartier, hein, qui est très importante. Et puis il y a plein d'actions, disons, sociales, ou toujours en direction des habitants du quartier. De multiples soutiens pour les habitants, hein, surtout à notre époque où vraiment les gens sont isolés et livrés à eux-mêmes. C'est très important ce rôle de relais Ménilmontant. Les quartiers ont besoin d'équipements sociaux, surtout les quartiers populaires, et on ne peut pas laisser la fermeture d'un local social qui a rendu beaucoup de services aux habitants du quartier. Donc c'est le motif pour lequel je suis là. Déjà parce qu'il y a des emplois à sauver et parce que aussi le relais fait du travail social et on en a de plus en plus besoin. Je crois que c'est évident, ça c'est tout. Et parce que le relais Ménilmontant est très utile au niveau de la population du 20e, enfin surtout du quartier Ménilmontant où le relais accueille les enfants pour l'aide aux devoirs. Il y a aussi des permanences pour les immigrés qui sont très utiles aussi, sans papier, oui. Je sens que c'est un lieu qui accueille toutes les populations, notamment les plus fragilisées. Et voilà. Et ça manque de lieux comme ça sur le quartier. Moi, ma fille, elle va à la halte garderie là-bas. Voilà, donc elle est super bien accueillie à la halte garderie. C'est une halte garderie avec un projet un peu alternatif. Ils sont peu nombreux, on accompagne les enfants super bien. Donc voilà, et rien que pour ça, je veux que le relais reste. Il faut se battre, voilà, il faut se battre. J'ai été usagère du relais il y a 3-4 ans. J'ai pris des cours d'informatique. J'ai apprécié et la pédagogie et l'accueil. Et je me suis retrouvée au milieu de femmes maghrébines et africaines qui prenaient des cours comme moi et j'ai trouvé que c'était important. C'était pour chercher du travail, c'était pour se mettre à niveau pour leurs enfants. Et à travers les réunions où j'ai participé, je me suis rendu compte du lien social que le relais permettait dans ce quartier. Et je trouve que ce serait pas normal du tout qu'il disparaisse. Bonjour. Bon, merci d'être tous venus à notre rassemblement. Je vous remercie beaucoup d'être là. On verra bien sûr pour la suite, en fonction de ce qui va se passer, comment on peut essayer d'élargir encore bien sûr le mouvement. En fait, pourquoi on est rassemblés ici aujourd'hui à l'appel de notre comité de soutien, des salariés et de leur syndicat CGT. Donc nous voulons sauver les activités de l'association Relais Ménilmontant pour le bien des habitants et des familles du quartier Ménilmontant-Belleville-Amandier. Nous voulons sauver les emplois des salariés du relais pour le bien des salariés et de leurs familles. Tout ceci est légitime et raisonnable. Les négociations pour trouver un accord sur le montant du loyer ont traîné durant plus d'1 an et n'ont pas abouti du fait du trop grand appétit du propriétaire. Le 31 décembre 2013, le propriétaire a mis fin au bail de Commoda. Depuis le 1er janvier, il fait payer une indemnité de plus de 4 500 € par mois, soit plus de 50 000 € par an, ce qui est très lourd pour l'association et complètement scandaleux. C'est que par ses choix, le propriétaire a clairement mis fin aux négociations. Face à cette impasse, la seule solution restante est l'expropriation. Nous sommes ici pour demander à la ville et à la mairie du 20e qu'elle s'engage de façon plus ferme face à un propriétaire qui fait la sourde oreille et qui réglera définitivement le problème en faveur des habitants et des salariés, l'expropriation, dans le cas où les négociations reprendraient. Et si elles ne reprennent pas, ou si elles n'aboutissent pas, alors il faut exproprier. C'est la seule solution efficace et durable. Ok, merci beaucoup. Il y a d'autres
sa prétention justement de loyer exorbitant, c'est clair que c'était tout de suite mettre en échec les négociations, parce qu'il savait très bien que la ville ne pouvait pas accepter un loyer aussi élevé. Hein. Donc c'est vrai qu'après ça pose beaucoup de questions par rapport à leur véritable volonté de négociation, et c'est pour ça qu'on demande à la ville de s'engager sur un autre choix qui est l'expropriation. Voilà, maintenant on est dans une situation de blocage, hein, puisqu'on n'a plus le bail de Commoda, ils nous font payer une pénalité, que l'association ne va pas pouvoir continuer à payer malheureusement. On attend que la mairie se prononce justement de façon beaucoup plus claire et plus ferme vis-à-vis de l'archevêché. Oula, il y a beaucoup de policiers. Ben oui, ils ont peur. Hein. Ils ont peur, on dirait. Voilà, on est 40, 50. Bon, ben il y a quoi? Il y a 3 camions. Oui, bah c'est ça. C'est à peu près pareil. On est plutôt calme, voilà, on vient pour informer les gens et on n'est pas là pour mettre le bazar. Plein de choses à faire dans Paris et pas ici forcément avec nous sur un petit rassemblement juste pour informer les gens. C'est un peu exagéré cette mobilisation de forces de police pour la défense d'un relais qui a un rôle associatif important. Donc c'est vraiment pas leur place ici. Moi, ça ne me dérange pas, de toute façon. On n'a pas déclaré le rassemblement, on n'a pas déclaré le fait qu'on allait distribuer des tracts, donc ils sont là, c'est normal. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire une déclaration pour se rassembler et pour distribuer des tracts? Ça, c'est la vraie question.